Dominique Thiebaud-Lemaire et son épouse, que je me permettrai d'appeler Didi. Petit clin d'œil d'enfance, on va dire. Mais qui s'appelle aussi Marivonne, c'est important. Donc, pour la présentation du 3e recueil de Dominique, Passion première. Donc, Dominique accompagnée de Marivonne, de Martine Delru, d'Alain Delru. Voilà. Vous nous lire quelques textes, oui. Accompagnés d'un fond de musique. C'est-à-dire que j'ai créé de la musique sur certains des poèmes. Donc voilà. Je chanterai quelques poèmes. Donc il est compositeur-interprète. Voilà, vous savez tout. Oui, compositeur, oui. quelques accords en chantant les poèmes. Voilà, Dominique, voilà. je te laisse présenter donc, ton recueil. Va oui. faire une introduction. Justement, Dominique m'avait demandé, pour la présentation du livre, de lui poser quelques questions. Donc je ne lui ai pas donné la teneur de mes questions, donc il va répondre comme il le sentira. Et d'abord, donc, les gens de notre entourage ont l'habitude de t'entendre appeler Dominique Lemaire. Or là, c'est donc Dominique Thiebaud-Lemaire. Pourquoi Dominique Thiebaud-Lemaire ? Eh bien, on peut dire que c'est un nom de plume, dans la mesure où Dominique Lemaire, c'est quand même un nom très fréquent. L'idée que j'ai eue, c'est qu'il fallait préciser, notamment pour Internet ou de façon générale, pour me dissocier de tous les autres Dominique Lemaire, qui sont très nombreux. Et voilà. Et d'autre part, Thiebaud, ça n'est pas neutre non plus comme choix. Thiebaud, c'est mon deuxième prénom. C'est le saint patron de la ville où je suis né en Alsace. C'est une ville, donc une ancienne ville médiévale, dont le patron Thiebaud est venu d'Italie, de Gubbio. Et ça a été un lieu de pèlerinage très important au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance. Alors, Passion première, donc le recueil, les deux précédents recueils, c'était donc Aérogramme et Courts poèmes long courrier, c'était des poèmes consacrés au voyage. Aérogramme était consacré au voyage en Europe et puis au Moyen-Orient. Et Courts poèmes long courrier, aux poèmes inspirés par les autres continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie. Et Passion première, donc c'est une rupture dans l'inspiration. Alors pourquoi Passion, pourquoi première ? Bon, quand je regarde la composition du recueil, je vois qu'il y a 6 chapitres. Écrire d'abord, alors Passion d'écrire, je comprends, qu'on soit submergé par le désir d'écrire. Ensuite, tristesse. Bon, la tristesse c'est une passion, elle est comptabilisée comme la joie parmi les passions premières pour les philosophes. Femme, c'est une passion masculine souvent. Ce que je comprends moins peut-être, c'est France. Alors pourquoi la France ? Pourquoi France ? Pourquoi fable et adage ? Et puis pourquoi saison ? C'est ce que je comprends moins. Oui, donc France, ça se comprend dans la mesure où ce recueil fait suite à 2 autres recueils de voyages plus ou moins lointains. Ce recueil, c'est le retour, une sorte de retour vers la France et on peut dire effectivement une passion première en ce sens que la passion de voyager est venue après. Alors, Fable et adage. Fable et adage, c'est quelque chose, c'est un lien avec passion première dans la mesure où ce sont des fables et adages d'un caractère un peu philosophique. Et donc c'est aussi la passion de raisonner, de philosopher, mais de manière concrète. Dans des poèmes notamment qui
présentent chacun un petit problème philosophique ou pseudo-philosophique. Vous en aurez des exemples tout à l'heure à la lecture. Les saisons? Saison, c'est le temps qui passe. Donc le temps, c'est une passion dans la mesure où, selon l'étymologie, passion veut dire émotion que l'on subit. Ça veut dire notamment cela. Et le temps, c'est une émotion que l'on subit, parfois dans la joie, parfois dans la tristesse. Voilà, c'est un peu... Oui. Puis on dit qu'il y a des saisons tristes, on dit qu'il y a des saisons plus gaies. Et en fait, ce qui apparaît, c'est qu'il y a un retournement. Parfois, les saisons tristes deviennent des saisons gaies. Enfin, ça, vous le verrez peut-être à la lecture, vous l'entendrez peut-être à la lecture. Voilà, donc... Et alors, deux autres questions indiscrètes encore. Donc, les poèmes ont été publiés chez le Scribe L'Harmattan, par Osama Khalil. D'autre part, ils ont été illustrés par le peintre florentin donc, Sergio Birga. Donc, à l'intérieur, il y a un certain nombre d'illustrations. Et là, j'ai les dessins originaux pour ceux qui veulent les voir en plus grand. Par exemple, le premier, c'est lecture. Non, pardon, écrire. Bon, il y en a donc un pour chacun. Et puis d'autre part, Alain est compositeur et interprète de certains poèmes, et Martine donc va en lire d'autres. Est-ce que tu pourrais dire deux mots de ce, je sais pas, de tes rapports avec ces personnes ou de ce qui t'apporte Disons que donc ces poèmes littérature ne sont pas sans rapport avec des sentiments musicaux parfois, et ne sont pas sans rapport non plus avec les arts graphiques. Et voilà, donc nous connaissons bien le peintre qui a illustré ce recueil. Recueil dans lequel se trouvent 6 de ses dessins, plus l'illustration de la couverture. Sergio Birga s'est attaché à trouver des correspondances graphiques entre son art et la littérature. Donc, il y a 6 dessins qui sont en correspondance, chacun avec un poème et avec un chapitre. Alain et Martine sont de vieux amis. Alain est un guitariste émérite. Donc voilà, c'était l'idée d'unir en quelque sorte de façon modeste littérature, musique et art graphique. Et le Scribe L'Harmattan, c'est parce que tes premiers poèmes étaient des poèmes de voyage en fait, et en particulier des poèmes sur le Moyen-Orient. Oui, alors l'édition des poèmes, c'est quelque chose d'assez... C'est un poème, on pourrait dire, parce que il faut aller à la chasse à l'éditeur. Moi, je n'ai pas souhaité aller à la recherche, faire une longue recherche d'éditeur. Bon, il s'est trouvé que le Scribe L'Harmattan a un local qui est bien placé à Paris, donc où on a pu réunir... au pied de Notre-Dame. Oui, à côté de Notre-Dame, on a pu réunir toutes les personnes que l'on voulait inviter. Donc ça a commencé comme ça, et puis ça a continué. Voilà, ça fait 3 recueils de poèmes. Et dernière question, donc... à notre époque, la poésie, c'est plutôt cantonné au domaine de l'intime, souvent. Et ce qui m'a frappé en relisant ce recueil de 2012, c'est que certains poèmes avaient déjà un caractère un peu historique. Par exemple, il était question de l'éclipse là, de 1900, je ne sais plus de quelle année. L'éclipse, c'était en 2000, la grande éclipse, les années 2000 peut-être, je ne sais plus. Les marées vertes de 2010.
La pollution par les tankers, c'était en 2011 peut-être. Le printemps arabe 2011. Le réchauffement climatique. Alors, donc, la poésie pourrait-elle avoir de nos jours, c'est pour vous mettre un petit peu dans le, comment dire, dans la tonalité, pourrait-elle retrouver peut-être une fonction d'annale de la vie commune, en fait, et puis peut-être de lien social aussi, Oui. un peu comme la chanson. Enfin. Oh, bah effectivement, c'est l'idée que la poésie pour moi, la poésie n'est pas nécessairement cantonnée à certains thèmes lyriques précis. Elle peut s'occuper de nombreux problèmes qui concernent la vie sociale, la vie civile. Et alors le risque, c'est le risque du prosaïsme, bien entendu, mais bon, il faut essayer de l'éviter, mais je trouve très intéressant d'essayer de faire en sorte que la poésie s'occupe de problèmes sociaux, de problèmes de la cité en général. Voilà, donc nous allons... pardon ? Et dans leur forme. Oui, donc effectivement, nous allons maintenant lire les uns à la suite des autres, hein, les poèmes choisis, en présentant quand même les différentes parties qui sont extraits. Ce sont des poèmes assez courts, des rondeaux, des sonnets. Bon, les ballades sont plus longues. Donc nous en lirons plusieurs d'affilée, même si vous avez une envie très violente d'applaudir, donc réservez vos applaudissements pour les chansons. Et donc et c'est Alain qui va commencer, donc. Et voilà. Et donc nous allons commencer. Donc cette fois-ci on se plonge dans l'œuvre en fait. C'est un poème tiré d'une œuvre précédente. Oui. La fin des voyages. Non, c'est le premier poème. Non, c'est le poème. C'est pratiquement le premier poème C'est du le deuxième recueil, poème du recueil. qui est une sorte de transition avec les recueils précédents. Et donc, vous allez comprendre pourquoi. Heureux celui qui se souvient, libre d'esprit dont le bagage s'est enrichi de sens d'images dans le parcours des méridiens. Je pense à celui qui sur le rivage d'une voie lactée loin du sol terrien revient sans se perdre au bout du voyage, au fond d'un espace, en rêve aérien. Heureux celui qui s'en revient, passer le temps des longs sillages, plus éclairé sinon plus sage, comprenant mieux l'amour des siens. Je pense à celui qui redoute l'âge et qui, sans savoir s'il atteint le bien, sillonne toujours la blancheur des pages dans un long chemin de mots magiciens. Là, vous avez le droit. Donc après cette introduction musicale, je vais vous lire trois poèmes de la partie écrire.
Entends les mots, prête l'oreille, ils sont consonnes, ils sont voyelles, où le poète aussi voyait de la couleur, synesthésie, plaisir de sens et de musique, en vibration de fond lointain, sonorité du plus beau timbre. Au gré du rythme et des phonèmes, dont tu ne sais où ils te mènent, écoute naître en ton esprit des airs de ronde et de sonnet, par la syllabe et la métrique, à pas compter l'écho d'un chant qui passe un mur d'orchestre en chambre. Accueille en toi comme le son venu des mots, d'abord le son, tout en aimant mais sans désastre, aller chercher le clair des astres, en tête garde issue du nombre, un art moins haut, plus près de l'ombre. Le poème suivant, toujours de la partie écrire. Chaque jour, il faudrait écrire pour passer le temps, le franchir, mieux qu'en un vol de passereaux traçant au loin des passerelles, à travers tristesse et sourire vers l'essentiel en point de mire, mieux qu'en un vol de passereaux traçant au loin des passerelles, avec des ailes d'hirondelles qui décrivent sans dire un mot, rondes, refrains et ritournelles, et pour finir s'en vont très haut, mieux qu'en un vol de passereaux. Pour finir la partie écrire, une réflexion sous forme de poème sur les objets que sont le livre d'une part et la tablette électronique d'autre part. Donc nous sommes là dans l'actualité. Le livre semble à chaque page ouverte, entrebâillé comme une liberté, faire tourner sur son axe des portes en éventail et loin nous emporter. Le noir sur blanc devient de la clarté sur un papier sans fléchage ni carte. Le livre semble à chaque page ouverte, entrebâillé comme une liberté. Quand les feuillets sur leurs gonds se hérissent, l'électronique offre à nos doigts la glace d'un texte lisse et presque une caresse, croyant montrer par ses écrans tablettes le grand progrès de l'objet monolithe, qui stocke tout dans sa minceur très plate. Voilà. Alors, voici la seconde partie, France, et je vais lire 3 poèmes qui concernent la Bretagne. Un val de mer finit la veine, se dit Ria plutôt qu'Abert. Plus en amont vient de ses bords la parenté de Marivonne. L'hiver, la pluie ouvre les vannes et fait chuter les millibars, libère un cours où l'on devine que les moulins pourraient vrombir. Puis, au beau jour, les fleurs d'ajonc et de genêt sont d'or sur bleu. Leurs piquants même ont l'air gracieux. Plus tard, le ciel dans ses trajets, vif mais parfois pâle déjà, prend les couleurs de l'hortensia. C'est un rondeau pour plaindre la Bretagne, intitulé « La mer à la campagne ». Un bref regard sur les plages couvertes, en large, en long, de salades et désertes, où les engrais, par lesquels semble offerte en abondance une vie de cocagne, ont afflué dans ce tableau de pertes, intitulé « La mer à la campagne ».
On a gavé, sans souci des alertes, cochons, poulets en batterie de bagne, et le trop-plein, ce poème en témoigne, a ruisselé pour nourrir l'algue verte. C'est un rondeau pour plaindre la Bretagne. Et voici le poème qui évoque un peu la marée noire. De vieux tankers et des chimiquiers baltes et des vraquiers qu'on enregistre à Malte, en mer passant, comme en un lieu d'aisance, dans leur sillage allongent les dégâts d'un fioul qui traîne en nappe, en agrégat, sous pavillon de grande complaisance. Plusieurs s'échouent sur le rivage celte, en s'y vautrant, ventrus, sans rien de svelte, si différents des bateaux de plaisance, et bien plus lourds que lorsqu'ils divaguaient dans la tempête, où ils fuyaient le guet, sous pavillon de grande complaisance. Leurs noirs déchets vont servir de récolte aux gens d'Armor, entre peine et révolte, à chaque fois stupéfaits des nuisances, fuitant sans fin des soutes des cargos, qu'on ne veut pas frapper d'un embargo, sous pavillon de grande complaisance. Dans la marée, ces vagues, son tumulte, un cœur de tôle, un ferrailleur l'ausculte, a l'air de battre avec insuffisance, environné de cris de mouette aiguë. Le bateau meurt comme une orque ambiguë, sous pavillon de grande complaisance. Toujours dans cette section France, 2 poèmes consacrés à la Bretagne encore, mais cette fois-ci sur la magie des noms bretons. Dans la forêt de Brocéliande, en route vers le Finistère, on voit des ajoncs, des bruyères, à la lisière de la lande où le gris s'accroche en guirlande à de grands chênes centenaires. Dans la forêt de Brocéliande, en route vers le Finistère. Ceux qui passent, peut-être entendent la fée chanter une légende à l'enchanteur d'Apollinaire, qu'elle a bloqué sous une pierre dans la forêt de Brocéliande. Avec le vent, le jour se lève. Un homme marche au bord du quai. L'hydre de mer, en lourd paquet, lui jette un flot brisé sans trêve. Est-ce monsieur de Poulpiquet qui s'aventure au bout des grèves? Avec le vent, le jour se lève. Un homme marche au bord du quai. Ainsi paré d'un sobriquet, au bout du songe qui s'achève, l'endormi lutte freluquet contre un grand poulpe au bord du rêve. Avec le vent, le jour se lève. Alors, nous passons à la partie 3, qui s'intitule donc Tristesse. Tristesse, donc la mélancolie est aussi une passion. Triste ou joyeux? Peut-on savoir qui l'on rencontre dans la glace et qui sourit contradictoire quand on croit faire une grimace? Est-ce quelqu'un d'autre que soi? À droite et gauche, en face à face, peut-on se plaire ou s'émouvoir à cette image sans mémoire qui ne saisit que le fugace, manque de fond, souvent déçoit? Quand je me dis « c'est illusoire d'interroger cette surface en la prenant pour un espace qui nous donnerait plus à voir », je me regarde ailleurs, parfois. Je me vois mieux
dans le miroir d'un vieux rondeau que rien n'efface. Je le réécris, je m'y retrace et le repasse au polissoir. Dans ses reflets, je m'aperçois. Encore deux poèmes de cette passion, de cette partie portant sur la passion qu'est la tristesse. Passion qui est, encore une fois, plutôt au sens de quelque chose que l'on subit. Noire est la fleur mélancolie qui fleurit dans les jours moroses et ne connaît ni bleu ni rose les coloris de l'encolie. Lorsque la tristesse exfolie le calendrier de pluviose, noire est la fleur mélancolie qui fleurit dans les jours moroses. Quand le penseur dans sa névrose en vient à craindre la folie, dans ses mains où son front repose, cachant un espoir aboli, noire est la fleur mélancolie. Et un poème qui repose sur deux vers d'Apollinaire qui servent de refrain aux trois strophes de ce poème qui est une imitation de rondeau mais librement interprétée. Dans le souffle du temps qui va, les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent, parfois écho de la malchance, parfois si différent des vœux. L'homme le soir qui se déchausse, après avoir par monts et vaux perdu son but, qu'il réfléchisse, que poursuit-il dans cette vie? Peut-être rien, du songe en vain, l'amour, la gloire ou la richesse, ou la chimère jamais vue qui la nuit rôde à son chevet. Les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent. Voilà, alors nous abordons la quatrième partie. La quatrième partie est consacrée aux fables et adages. Je vais lire 4 poèmes construits autour d'un adage. Vous allez les reconnaître rapidement, j'imagine. On dit que l'air fait la chanson, mais que l'habit ne fait pas l'homme. L'un nous le conte en plusieurs tomes, l'autre en 2 vers, sans malfaçon, coupant les mots, gardant le son. On dit que l'air fait la chanson, mais que l'habit ne fait pas l'homme, la redingote ou le péplum, la queue de pie, le caleçon ne change pas ce que nous sommes. Un autre encore, en post-scriptum, contredira cette leçon. S'il fallait donc faire la somme du pour, du contre, enfin, disons que l'air souvent fait la chanson. Certains ont la main sur le cœur, et certains le cœur sur la main. Mais pas le temps d'être moqueur, entre eux je passe mon chemin. Lesquels sont des enfants de cœur? Je n'en ferai pas l'examen. Certains ont la main sur le cœur, et certains le cœur sur la main. Lesquels d'entre eux seront vainqueurs et gagneront le prix demain du sentiment le plus humain? Je laisse les pronostiqueurs vous l'annoncer, main sur le cœur. Bon sentiment, bonne conscience, l'enfer en est toujours pavé. Bien qu'on ait changé de croyance, moins de pater et moins d'ave,
comme éploré de bienveillance, on voit le malheur s'aggraver. Bon sentiment, bonne conscience, l'enfer en est toujours pavé. Il y faudrait plus de vaillance, et ne pas croire se laver les mains de pleurs pour se sauver, en se donnant comme indulgence, bon sentiment, bonne conscience. Et le dernier de ces quatre. Près de finir sans requiem, point trop usé, mais mal aimé, le lave-linge est Kakoshim. L'ordinateur va rendre l'âme. L'obsolescence est programmée. Votre machine est périmée. Un minuteur a fait la somme. Le temps de vie est consommé. Le compte y est, le chiffre ultime. Il interrompt l'électrogramme. L'obsolescence est programmée. Votre machine est périmée. Le son se tait, plus de volume, et cesse enfin de s'allumer le voyant rouge ou vert infime dans un dernier effort qui rame. L'obsolescence est programmée, votre machine est périmée. Là, je vais ouvrir la partie 5 sur les femmes par un poème intitulé « Les bons caquets sont de Paris ». On tient pour grande langagière la marseillaise et l'arlésienne, dame de cœur ou poissonnière, la tête haute ou l'air terrienne. Mais des tendrons jusqu'aux doyennes, pour villanome ou sans mari, d'allure noble plébéienne. Les bons caquets sont de Paris. Il est connu que sans matière, mais non sans mots, les paroissiennes d'un peu partout sont cancanières, à moins qu'elles n'en disent qu'on vienne. Mais qu'elles soient bonnes chrétiennes, ou bien d'une autre aumônerie, voire laïque citoyenne. Les bons caquets sont de Paris. Même si battant des paupières, la tahitienne ou l'arcadienne en disent long à leur manière, avec des airs de magicienne. Et bien que brettes et vosgiennes, sans employer de mots fleuris, soient des bavardes quotidiennes, les bons caquets sont de Paris. Prince poète ou parisienne, vous avez décerné le prix, car aussi loin qu'on se souvienne, les bons caquets sont de Paris. Alors, dans la section, dans la partie femmes, donc, elle est une île, comment l'atteindre? Il veut des ailes pour la rejoindre. Et sans rien feindre, il met du zèle. Elle est une île, comment l'atteindre? Il voit sur elle, nuit, jour, se peindre, un archipel d'étoiles poindre. Elle est une île. Et sur le sommeil, je regagne la rive qui borde le sommeil. Sur la frange vacille l'incertitude brève. Et je reprends mon souffle, esprit, dans la nuit floue, l'apaisement m'insuffle un rêve de reflux. Quand je te sens dormir dans l'oubli des chimères, comme une onde chemine, comme le cœur te mène.
j'ai eu un peu plus d'inspiration pour la partie femme que la partie tristesse. J'entends ces mots toujours en vie, dire qu'il a mis sa plaisance en son aimé, sa désirance, depuis l'instant où il la vit, qu'il en reste comme ébahi dans une ardente souvenance, bien que les ans soient en partance. J'entends ces mots toujours en vie, dire un plaisir inassouvi d'avoir avec elle accointance, et dans un charme de jouvence, j'entends ces mots toujours en vie. Alors, dans la partie 6, dans la partie 6, intitulée Saison, j'attends le chant de la mésange, quand tous les oiseaux rivalisent. Chantre d'avril, ce sont mes anges, nous aurait dit François d'Assise. Viennent l'automne et la vendange, après la saison des cerises. J'attends le chant de la mésange, quand tous les oiseaux rivalisent. Ce n'est pas de cris qu'ils se grisent, ni d'une ivresse de louange. C'est de fruits mûrs, saoulant mélange. Mais au-delà des vocalises, j'attends le chant de la mésange. Le jardin s'est mis à couvert dans l'odeur des escalonias et la rougeur des photinias, dont le feuillage persévère. On devine encore, à travers ces haies à jour, les hortensias. Le jardin s'est mis à couvert dans la rougeur des photinias. On est ici dans l'immédiat, qui ne connaît de faits divers que l'apparition d'un pivert, loin des fracas, loin des médias. Le jardin s'est mis à couvert. Alors le printemps. Comment au printemps l'empêcher, cette rivière de courir, et ces oiseaux les retenir, quand on les voit si haut voler? Voudriez-vous les repêcher, ces reflets qui d'en haut chavirent? Comment au printemps l'empêcher, cette rivière de courir? Laissez le cours des jours passés, laissez le futur au désir, et si l'amour veut s'étourdir, sans se lasser de s'enlacer, comment au printemps l'empêcher? Quatre ou cinq poèmes sur les saisons, sur le flux des saisons. Cherchez midi à 14 heures. Lorsque revient le mois de mai, ce n'est plus un dicton moqueur, on n'y met plus de guillemets. Victime d'un esprit trompeur, il nous faut donc plus que jamais chercher midi à 14 heures lorsque revient le mois de mai. Quand le soleil brille au sommet, l'heure d'été le place ailleurs,
et nous fait commettre l'erreur d'aller sans qu'on y puisse mais chercher midi à 14 heures. Dans ces ténèbres constellées d'astres de flammes en si grand nombre, une question renouvelée. Pourquoi la nuit? Pourquoi si sombre? Elle absorbait même les ombres et leurs noirceurs entremêlées dans ces ténèbres constellées d'astres de flammes en si grand nombre. Et j'avançais, comme aveuglé par la nuit d'août dans ces décombres. Un voile obscur de cendres ailées semblait tomber du ciel brûlé d'astres de flammes en si grand nombre. Voici les jours de l'équinoxe, en un soleil de mi-saison, qui, suivant son décours convexe, finit de mûrir les raisins. Lorsque la brume anesthésie les plus perçants des yeux de lynx et que l'azur devient un luxe, en un soleil de mi-saison, lorsque le vent soudain prolixe fait des discours, mais sans syntaxe, adieu le temps des alizés, bientôt viendront les coryzas. Voici les jours de l'équinoxe. Chaque automne varie la plage dans le flux des grandes marées. De nivelage en décalage s'en va, revient à la marée. Chemin de sable et de roulage labourés par des charretées, chaque automne varie la plage dans le flux des grandes marées. La très puissante cylindrée de ces ressacs en attelage passe et repasse un recyclage qu'on craint de voir s'accélérer quand chaque année varie la plage. Son manteau de nuit, de froidure et de neige, sous les flocons que vont la neige, il sort des glaces d'un château. Il marche seul, murmure ouvert, sous sa barbe de cristaux. L'hiver a vêtu son manteau de nuit, de froidure et de neige. C'est un géant qui s'en cortège, tandis qu'Orion cherche au plus tôt l'or des soleils orientaux. Médite-lui des sortilèges de nuit, de froidure et de neige. Donc encore l'hiver, c'est le dernier poème du recueil. C'était un jour de neige bleue, quand rien ne paraît plus pareil, sous des contours presque onduleux sans que le vent ne les balaye. Je ne sentais rien de frileux dans mon esprit d'après-sommeil. C'était un jour de neige bleue, quand rien ne paraît plus pareil. Un matin neuf à mon réveil naissait fragile et fabuleux, parlant d'enfance et de merveille et de silence à mon oreille. C'était un jour de neige bleue. Voilà.
parce que moi je ne fais que des bêtises. Il faut de tout pour faire un monde, ça c'est de... Alors c'est un poème tiré d'un recueil précédent. C'est un poème en exergue de court poème long courrier, donc le deuxième des 3 recueils. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut d'abord l'idée du tout. Se dire aussi la terre est ronde, mais on ne peut en voir le bout. Des hauts, des bas, du plein, des trous, des jours de joie, des nuits profondes. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut d'abord l'idée du tout, de la violence et des yeux doux, sous un ciel qui s'ouvre en rotonde, le bien qui donne un espoir fou, le mal qui bruit avec faconde. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut d'abord l'idée du tout, se dire aussi la terre est ronde, mais on ne peut en voir le bout. Voilà, donc cette séance est terminée. Est-ce que vous avez peut-être 1 ou 2 questions à poser à Dominique, un complément de... Compliment. Un complément. Un complément. À ton tour de jouer. Et autrement, j'ai réservé au restaurant des Fleurs d'Argent une table de 9 ou 10, hein, donc ceux qui veulent venir peuvent se joindre à nous. Mais si vous avez donc 1 ou 2 questions à poser à Dominique. J'aurais bien aimé savoir quelles sont les influences en matière de poésie. Donc oui, c'est une question effectivement qui mérite d'être posée. L'une des influences évidentes, c'est celle de Charles d'Orléans en ce qui concerne les rondeaux. Donc le rondeau, c'était une forme poétique très fréquente à la fin du Moyen-Âge. Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est un poème, une forme avec refrain. Et Charles d'Orléans, qui en a écrit des centaines, a été vraiment un poète extrêmement frappant en ce qui concerne la façon dont il a utilisé cette forme. Et j'ai moi-même pensé que ça valait la peine d'essayer d'en faire quelque chose aux alentours de l'an 2000, c'est-à-dire tout de même 5 siècles après. Voilà. Alors, bon, il y a autrement effectivement des influences diverses. Hein. Je peux pas les détailler comme ça, donc il faudrait, comment dirais-je, pointer tous les passages qui s'en inspirent, qui s'inspirent des poètes antérieurs. Malherbe, Apollinaire. Hein, donc il y a effectivement un poème inspiré de Malherbe. Bon, Apollinaire, on en a parlé, effectivement, en ce qui concerne... Il y a un poème qui se... Un souvenir de Rudebeuf aussi, je crois. Comment ? Un souvenir de Rudebeuf aussi. Bon, tous les grands poètes du 19e siècle, au 20e siècle, Valéry, éventuellement. D'ailleurs, il y a un poème qui fait allusion à Valéry qu'on n'a pas récité. Voilà, Mais je pense que c'est à associer aussi à la partie sur la France, c'est-à-dire qu'il s'agissait aussi de retrouver une inspiration poétique française après justement les poèmes qui étaient consacrés au voyage. Hein, c'est ce que tu disais.
Oui, effectivement, c'est après les voyages dans l'espace géographique dans le monde entier, c'est aussi un voyage dans ce recueil, c'est un voyage dans la poésie française. Donc effectivement, il y a aussi des souvenirs de Villon. Et Les bons caquets sont de Paris, c'est inspiré directement de Villon. Son refrain, c'était il n'est bon bec que de Paris. Oui, Mhm. des bons becs. Donc c'est un peu transposé. Voilà. C'est toute la poésie depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est quelque chose qui nourrit plus ou moins évidemment ce recueil, quoi. Il y a aussi une allusion à la chanson de Roland, à un moment. Oui, Gavarni. Hein, donc un poème sur les Pyrénées, Gavarni, et puis la chanson de Roland, La balade des dames du temps jadis. Villon, la balade du temps jadis, effectivement. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait faire un recensement plus précis des inspirations, mais voilà à peu près quelques exemples, quoi. Ouais. Je vous remercie pour la réponse. J'ai trouvé là, que dans la mélodie du poème sur la nuit, ça me rappelait une chanson d'Adamo. Il y a en partie. La neige, Ouais. tombe la Il y a neige. des accords. Oui, non, c'est voilà, pas comme c'était la neige, plus c'est par la la nuit. Ou la Mais il nuit. y a une partie d'accords qu'on retrouve. Voilà. Les nombres d'accords, ils sont pas si nombreux que ça, donc avec le rythme, ça se rapproche. Ouais, vous avez raison. C'est la chanson La nuit, elle me rend fou, fou, fou. Donc c'est pas tout à fait mais on retrouve l'inspiration d'Adamo. Et puis il y a aussi des visions qui me font penser à des haïkus aussi. Enfin, ça doit être la poésie en général. Il y a quelques poèmes courts. Oui, c'est Donc ça. c'est Martine ça. en a lu Elle deux. est une île, oui. Voilà, donc Dominique, depuis quand écris-tu? Depuis toujours, j'imagine, ou depuis très jeune, hein, pour toi, pour ton plaisir bon, quand j'avais 6 ans, j'ai essayé d'écrire des poèmes, et puis ça m'a passé jusqu'à l'âge de 20 ans où j'en ai réécrit un peu, et puis j'ai laissé tomber et j'ai repris ça, disons, à un âge mûr. Ton milieu professionnel était loin de la poésie, Eh bien, ce qui m'a décidé, je crois, à reprendre, c'est le fait que c'est les voyages. C'est-à-dire que, au lieu d'envoyer des cartes postales, je me suis dit que j'allais écrire des sonnets en guise de cartes postales. C'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que j'ai écrit des sonnets sur chaque pays où j'allais. Et ça a enclenché donc effectivement, ça a réveillé quelque chose et ça a enclenché l'écriture des premiers recueils. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ton premier vers d'enfant alors? Ouais, je me souviens que j'essayais de décrire un poisson rouge dans un aquarium, et je me demandais comment rendre le sillage du poisson. Et j'avais trouvé que ce serait bien de dire que le poisson laissait derrière lui un long fil d'or. Mais bon, À 6 ans, c'est très très bien. Et c'était à quel âge ça? bon, bah, je pense vers 6 ans. Vous commenciez, on dort. Mais j'ai montré ce texte à ma mère, qui a trouvé que c'était vraiment pas très intéressant. Ça t'a bloqué pour un certain nombre d'années.